tous. Avant de vous passer la parole, quelques titres que vous allez développer. La 40e édition de la course cycliste de l'Étoile de Bessèges, départ boulevard Jean Jaurès. La campagne de recrutement de l'armée de terre qui a débuté. Les actions du secours populaire et puis un petit bilan des étapes du plan d'action Gare durable. Pour le reste, je préfère laisser la parole à une professionnelle. On vous écoute. En ouverture de ce journal, on commence avec les pompiers d'Haïti. Après 15 jours passés en Haïti, les sapeurs-pompiers, ils sont de Nîmes, ils ne sont pas d'Haïti. Les sapeurs-pompiers gardois ont retrouvé le sol nîmois dimanche soir. Membres de l'Escrime, élément de sécurité civile rapide d'intervention, ils ont monté sur place un hôpital de campagne et assuré les premiers soins et opérations auprès de la population. Olivier Michel a recueilli leurs témoignages. On se prépare à ce genre de mission, mais je savais que je pouvais partir à n'importe quel moment, même en tant que volontaire. Mais là, en tant que professionnel, je savais que ça allait m'arriver un jour ou l'autre, quoi. Mais on ne se prépare jamais assez. Dès leur descente de l'avion et lors du transfert vers le lycée français de Port-au-Prince, c'est la détresse et la désolation qui attendaient les 22 sapeurs-pompiers gardois membres de l'Escrime. Venus construire et gérer un hôpital de campagne, c'est d'abord l'ampleur de la catastrophe qui leur a sauté aux yeux. C'est un regard un peu de, je dirais c'était la désolation, hein, puisqu'on est arrivé 3-4 jours après le tremblement de terre, donc beaucoup de tristesse dans le regard des gens que l'on pouvait croiser. Et vraiment une catastrophe vraiment très importante. On a rapidement pris conscience de l'importance de cette catastrophe. On traverse la ville escorté par la gendarmerie, donc on a une certaine... on entend des choses sur l'insécurité et tout ça, donc c'est vrai qu'on a une certaine appréhension quand on est dans le bus, qu'on nous dit de ne pas boire, de ne pas manger devant les gens, quoi, dans le bus. Il y a les gendarmes qui sont avec des fusils devant, à côté du conducteur et un derrière. Et puis voilà, on a une appréhension, c'est lourd, quoi, l'atmosphère est lourde. Mais après, on s'est senti en sécurité tout le long. S'en suivront 15 jours de vie en quasi-vase clos dans l'hôpital de campagne. Un hôpital de 800 mètres carrés qui comprend bloc chirurgical, radiographie, échographie et pharmacie. De quoi faire face dans l'urgence aux différentes pathologies liées à un tremblement de terre. Trois types de blessures essentiellement, donc ce que l'on appelle les crash syndromes, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont bloquées sous les décombres avec soit un bras, soit une jambe, et qui restent écrasées pendant plusieurs heures et qui entraînent des lésions au niveau cellulaire, soit des fractures, bon nombre de fractures, que ce soit de membres inférieurs ou supérieurs, et enfin des brûlures. La brûlure est quelque chose qu'on rencontre également régulièrement, malheureusement, lors des tremblements de terre. Au total, ce sont quelques 1200 consultations et 80 opérations chirurgicales qui ont été réalisées. La capacité de place a même été augmentée de 60 à 90. Malgré cela, et des journées à rallonge, la frustration demeure. On travaillait 18 heures par jour, on aurait aimé en faire encore plus, mais travailler 18 heures par jour pendant 15 jours, après on aurait voulu donner encore plus. Je crois que ce sentiment était là, il fallait donner, mais je crois que si on veut rester efficace, après il faut aussi prendre du temps de repos, et il fallait rentrer pour qu'une relève, je dirais, qui puisse s'investir autant, continue notre mission. De retour ce dimanche 31 janvier, les pompiers gardois ont été remplacés par une deuxième équipe. Une troisième suivra pour un retour définitif prévu le 24 février. Reste pour ces 22 premiers pompiers gardois à être partis en Haïti des images et le souvenir d'une expérience humaine et professionnelle des plus enrichissantes qui fait relativiser le quotidien et les confirme dans leur vocation. La plus belle image, c'était cette petite fille qu'on avait retrouvée 15 jours après. J'ai eu l'occasion de la revoir sur le Sirocco, c'est le bateau français. Que je suis allée en Puma jusque sur le Sirocco. Quand je l'ai revue le lendemain, elle m'a tenu la main et elle m'a fait un grand sourire. C'est la plus belle image que je retiendrai. Je me suis lié avec un petit garçon là, qui s'appelait Dorven. Sa maman était dans un autre hôpital. Il est venu là pour être opéré parce qu'il avait une fracture tibia-péronée. Et donc il était seul, il n'arrivait pas à dormir le soir parce qu'il n'y avait pas sa maman. Et donc il était assez agité, donc je m'occupais de lui. Enfin, j'essayais de venir le voir souvent, de rigoler avec lui, de lui apporter des trucs, voilà, des gants, ne serait-ce qu'une lunette de bloc, tout ça. Il était super content. Voilà, je lui ai donné ma frontale, hein, il était super content. Et j'ai pris ma photo un jour avec un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Et c'est cette image qui me reste, le sourire de cet enfant jusqu'aux oreilles. Voilà. Voilà, c'était les pompiers nîmois de retour d'Haïti. Ils ont été relevés par d'autres pompiers, une trentaine sur place encore à Haïti.
On continue avec un volet social cette fois-ci et la grève des syndicats nationaux des policiers municipaux. Un rassemblement a été organisé aujourd'hui 4 février devant le poste de police municipale. Une délégation a remis au préfet la liste de revendications. Arnaud Rondan nous cite ces revendications. Ils étaient une cinquantaine de policiers municipaux à se mobiliser aujourd'hui au Colisée de Nîmes. C'est le syndicat national des policiers municipaux qui est à l'origine de l'événement. Il y a une différence entre la police nationale et la police municipale, c'est-à-dire qu'ils ont un pôle judiciaire. Donc la différence, elle est nette. Et il est normal que la police nationale gagne une plus parce qu'ils ont une prérogative qui est plus et supplémentaire. Maintenant, il faut savoir que nous sommes dans les quartiers et que de plus en plus on remplace la police nationale qui n'est plus du tout dans les quartiers par faute d'effectifs. Cette grève d'1 heure consiste donc à protester contre la retraite à 65 ans, les différences salariales entre la corporation nationale et municipale et pour l'intégration des primes dans le calcul des droits de retraite. Là, donc un policier municipal qui part en retraite, aujourd'hui c'est moins de 1 000 € par mois. Donc là, la conséquence, c'est tout simplement parce que nos primes ne sont pas comptées dans nos retraites, contrairement à la nationale. Donc effectivement, en départ de retraite, il va y avoir plus de 500 €, voire à 600 € d'écart, rien que pour les retraites. Quant au salaire, si nous avons une prime de risque à 20%, la police nationale, c'est 30%. Et nous avons d'autres primes qui sont bien inférieures et qui ne sont pas comptées. Donc on arrive avec des écarts qui peuvent aller de 400 jusqu'à 700 €. Des discussions entre les syndicats et le ministre aux collectivités, M. Marlex, sont en cours. Au niveau national, ils étaient 6 000 à se réunir sur les 22 points de rassemblement. Et les chiffres de la sécurité routière sont tombés pour le mois de janvier, des résultats en baisse concernant les nombres de tués et de blessés et d'accidents par rapport à janvier 2009. On peut noter donc en janvier 2009 99 accidents contre 56 en janvier 2010. Le nombre de tués baisse de 6 en 2009, passé à 4, donc 2 de moins. Concernant les blessés, 124 contre 93 en janvier 2010. Et avec les intempéries, il faut évidemment être encore plus prudent. Il faut vous munir de chaînes si vous allez dans la neige. Et là, la pluie, évidemment, aussi qui tombe sur le plateau. Il faut aussi être très prudent par temps de pluie sur les routes. Et on fera encore baisser les chiffres de la sécurité routière. On continue avec Gare Durable. 1 an après, le plan d'action Gare Durable a engagé la moitié de ses projets depuis sa mise en place il y a de cela un peu moins d'1 an. L'Assemblée départementale s'est réunie aujourd'hui pour faire un premier bilan sur les principales réalisations et les projets les plus avancés. À cette occasion, 19 citoyens gardois ont remis à Damien Allary, président du Conseil général du Gard, la charte de concertation qu'ils ont rédigée. Retour sur cet après-midi avec Alain Bellon. Gare Durable comprend une trentaine d'actions du Conseil général du Gard. L'une d'elles vient de se conclure par la remise au président du Conseil général de la charte de concertation citoyenne, rédigée par 19 citoyens gardois. Je m'étais engagé quand j'ai effectivement fait ces réunions publiques et à créer cette charte par les citoyens, je m'étais engagé à respecter au plus près ce qui me serait écrit dans cette charte. J'étais sceptique au départ, et moi aussi, je vous l'avoue. C'était un pari un peu ambitieux. Mais au bout de quelques mois après, bon, ils sont là, ils ont rédigé cette charte. Ils sont d'âges différents, de sensibilités différentes, d'opinions différentes, de professions et d'horizons différents. Ce n'est pas une charte qui est faite pour quelques mois, c'est une charte qui est faite, moi je dis jusqu'en 2030 minimum, hein, mais c'est au moins jusqu'en 2030. Doutes et certitudes ont été le parcours de cette charte de concertation citoyenne. Cette coélaboration finalement de la charte de concertation avec les citoyens et le département s'est déroulée avec beaucoup de scepticisme au départ avec les citoyens et finalement ils ont constitué un groupe et ça a finalement bien fonctionné. Ils ont pu discuter avec beaucoup de partenaires, c'est-à-dire les élus, les chambres consulaires, les organisations syndicales, enfin beaucoup de monde qu'ils ont interrogé et ensuite on a, si vous voulez, coécrit, pesé chaque mot. Vous avez vu les mots de respect, de mobilisation, de transparence et aussi le temps. Hein, le temps était important dans la construction de cette charte finalement. Alors au fur et à mesure en fait, des réunions, on a appris donc, sur notre mission ce qu'on attendait réellement de nous. Dans ce genre de rencontre, il y a des moments forts et des moments qui sont bas. Parce que ça fait partie de la concertation, c'est les débats qui enrichissent justement la mise en place de cette charte. Oui, il y a eu ce débat, mais ensemble on a pu les monter et heureusement pour remettre officiellement la charte dans sa rédaction elle-même. 4 projets domineront l'année 2010.
dans le domaine du photovoltaïque, le transport, l'éco-administration et le plan bio. Politique toujours, réaction de Damien Allary sur le régional de 2010 en Languedoc-Roussillon. Didier Codorniou a déposé un recours devant le tribunal de grande instance de Paris contre la décision du PS de monter une liste conduite par Hélène Mondroux. Damien Allary a réagi à cette actualité. On l'écoute au micro d'Alain Bellon. Ce n'est pas M. Frêche qui a déposé plainte, c'est un référé déposé par M. Codorniou, qui est le premier des socialistes, qui avait été ratifié par la Convention nationale. On a d'ailleurs tous reçu une lettre comme quoi on pouvait partir en campagne et elle est signée de notre parti. Et aujourd'hui, je pense que M. Codorniou se sent un peu bafoué et il veut retrouver ses droits. Donc il engage une action sereinement au tribunal. Nous verrons ça dans quelques jours, quel sera l'aboutissement. On a payé personnellement, on a fait tous un chèque pour être candidat. Maintenant, moi j'ai fait mes réunions comme si rien n'était, je suis très serein. Alors s'il y a 2 listes socialistes, bon, on verra bien. Et puis ce que j'espère, c'est qu'on ne se tuera pas et qu'on pourra quand même faire ce type de campagne dans la sérénité. Peut-être qu'on n'en arrivera pas jusque-là, peut-être que Mme Mondroux se retirera, j'en sais rien. Mais nous, maintenant, nous sommes trop engagés. La fédération du PS du Gard a annoncé une conférence de presse ce lundi 8 février pour présenter la liste de Georges Frêche. Cette présentation pourrait signifier le dépôt de cette liste en préfecture dès lundi, et ce sans attendre la limite de dépôt des listes fixée au 15 février, évitant ainsi un éventuel retrait de certains colistiers pour une autre liste. Marlène, l'armée recrute, chef. Oui, Emploi, l'armée de terre recrute. Le CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées de Nîmes, a lancé sa campagne 2010 à la clé de nombreux emplois en France, mais également dans le département du Gard. Nicolas Pinchino. La campagne 2010 de recrutement de l'armée de terre est lancée. Depuis le 3 février, ce sont donc 15 000 emplois qui seront proposés. Dans le Gard, l'année dernière, c'est plus de 130 contrats qui avaient déjà été signés. Le Centre d'information et de recrutement des forces armées de Nîmes, le CIRFA, profitait du passage de l'étoile de Bessèges à Nîmes pour présenter sa campagne locale de recrutement. Ça va continuer par l'affichage, des spots télé, de la communication dans la radio, etc. Ça va continuer tout le mois et toute l'année. Et ça sera, bien sûr, il n'y aura pas qu'à Paris, ça sera décliné dans tous les départements où l'armée de terre est présente, et notamment dans le Gard. Et la Lozère aussi, parce que je suis en charge de la Lozère. Sur chaque stand où l'armée de terre se déplacera dans le cadre de cette campagne de recrutement, ce sont des militaires professionnels qui assureront la présentation des différents corps. Alors, comme le rappelle notre campagne, donc tout est basé sur des témoignages réels. Donc j'ai tenu à ce qu'il y ait des jeunes, moins jeunes aussi, militaires soient présents dans le cadre de la course cycliste Étoile de Bessèges. Parce que le sport, bien sûr, valeur dans l'armée de terre. Donc ils sont là, ils sont à disposition des personnes pour justement répondre et leur faire part de leur vécu justement. Des contrats proposés qui commencent à partir de 1 an d'engagement à plusieurs années, avec une grande majorité de jeunes qui souhaitent dès le départ s'engager pour 5 ans. Vous faites comment pour qu'ils vous suivent ? Allez, maintenant, on ouvre notre page sportive, Marlène. Oui, avec du cyclisme et la 40e étoile de Bessèges. Deuxième victoire d'étape pour le Slovène Borut Božič. Ce cycliste âgé de 29 ans est arrivé hier premier mercredi au Gros du Roi. Il a récidivé ce jeudi pour une étape de 141 km qui s'est terminée par un sprint massif. Il a en effet devancé le jeune français du team Roubaix-Lille Métropole, Arnaud Molmy, âgé de 21 ans, et Nico Eekhout, 39 ans, troisième, qui perd une place par rapport à la veille. Nicolas Pinchino s'est rendu sur la ligne de départ de cette deuxième étape sur le boulevard Jean Jaurès. Raymond Poulet-d'Or était là lui aussi. Après une première étape hier entre Aigues-Mortes et le Gros du Roi, l'étoile de Bessèges partait de Nîmes ce jeudi matin pour rejoindre Saint-Ambrois. Si les coureurs ont déjà roulé cet hiver en Amérique du Sud, cette 40e édition de l'étoile de Bessèges marque le début de la saison des courses en étape pour les coureurs européens. Tous les ans, on se doit d'être là parce que c'est une course importante du calendrier. C'est un petit réglage, mais j'ai envie de dire que déjà dans l'idée c'est de venir pour gagner des étapes, et de général, il n'y a pas de petites courses maintenant chez les professionnels, et il faut impérativement bien figurer pour montrer
pour montrer les couleurs et le sponsor. 18 équipes engagées, soit au total 144 coureurs pour cette course qui présente des étapes dont les difficultés variées vont permettre à tous de s'exprimer. La première étape est une étape plate, bien sûr, qui était réservée aux sprinters, mais ça, dans toutes les épreuves, on va le retrouver. Et à partir d'aujourd'hui, entre Nîmes et Saint-Ambrois, c'est plus vallonné. Demain, sur l'étape de la communauté de communes Rhône 16 Languedoc, on va retrouver aussi quelques difficultés. Mais samedi, l'étape d'Alès sera une étape montagneuse avec bien sûr le col de la Baraque, le col de la Bégude, le Trélis et la Baraque. Donc c'est quelque chose où on va voir, c'est sans doute samedi soir qu'on connaîtra le vainqueur final de la 40e étoile de Bessèges. Depuis 40 ans, cette course a vu plusieurs générations de champions. Et si les premières, il les faisait sur 2 roues, Raymond Poulidor n'en a raté aucune. C'est une organisation familiale, beaucoup d'amitié, et où nous les anciens champions de ma génération, on se retrouve avec plaisir autour de Fingil, de Roland Fingil, des 2 Roland, Fingil et Villalonga. Et bon, c'est de l'amitié, c'est de l'amitié. Cette année, Thomas Vaucleur, tenant du titre, devra serrer les braquets face à la concurrence. Oscar Pereiro, Sandy Cazard et les autres vont se livrer un duel sans merci jusqu'à l'arrivée dimanche à Bessèges. Et monsieur le sénateur vert vient donc de donner le départ de la 2e étape. Allons les applaudir encore, c'est votre manière de leur souhaiter donc une bien belle journée en direction de Saint-Ambrois. À tout à l'heure. Et 2e étape gagnée pour Borut Bozic qui conserve la tête du classement général et le maillot de meilleur sprinter. Arnaud Molmy reste quant à lui le meilleur jeune. Le Français Laurent Lefebvre, qui a mené une échappée, prend le maillot de meilleur grimpeur. Demain, vendredi, 3e étape sur les 5 contre l'étoile de Bessèges avec quelques kilomètres supplémentaires et 148 km à parcourir. Au départ de Pont-Saint-Esprit, arrivé avenue Léon Blum, précisément à Bagnols-sur-Cèze. Cette 40e édition s'achèvera dimanche, mais avant cela, on reparlera de cette 3e étape dans notre édition de 19h30, demain donc vendredi. Et on continue avec du hand et plus précisément l'USAM. Oui, l'USAM éliminé hier dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France contre Villeurbanne, pourtant en D2. Les Nîmois se sont inclinés 33-28. Prochaine rencontre dans le cadre du championnat de France cette fois-ci. Ce sera le derby Nîmes-Montpellier ce samedi 6 février au Parnasse. Montpellier est premier en tête du classement avec 26 points. L'USAM est lui 10e avec 9 points. Au match aller, l'USAM s'était incliné 36-22. Les réservations sont ouvertes. Allez donc soutenir votre équipe de l'USAM. Rendez-vous au Parnasse samedi soir. Et on termine avec du football. Dans le cadre de la 23e journée de Ligue 2, les Crocos se déplacent à Metz. Les groupes des joueurs pour le match Metz-Nîmes Olympique, donc vendredi à 20h30. On aura Puy-de-Bois, Stozic, Bayo, Cavalli, Buac, Moukanjo, So, Mandriki, Al-Shaibani, Poulain, Mostefa, Boli, Keita, Aïdbaï, Aïté et Zarabi. On parle sport évidemment dans Miroir des Sports dès lundi et spécial foot mardi dans Croco Hebdo. Et vous pouvez d'ailleurs revoir Croco Hebdo, l'émission avec Jean-Michel Cavalier en invité sur Télé Miroir via notre hébergeur www.kiwego.fr. Beignet de gambas, tagliatelle et de légumes, ça vous dit Marlène? Ah pourquoi pas, ça a l'air bon ça. Et vous savez ce que c'est? C'est la recette que vous pourrez trouver dans notre 3e numéro de Télé Miroir. Voilà. Miam, miam. Puis plein d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin, vous avez vu? Et tous les programmes aussi de la TNT ainsi que de votre chaîne favorite locale Télé Miroir. 3e numéro, 700 points de distribution, spécial Saint-Valentin avec une couverture signée Eddie Ponce. Voilà. C'est tout pour ce soir, Marlène. On rappelle qu'il est gratuit. Hein. Ah oui, effectivement, il est gratuit et c'est écrit en plus dessus, on ne peut pas se tromper. Dans quelques minutes, votre rendez-vous sportif Croco Hebdo, les prolongations avec un retour sur le match face à Dijon et le déplacement de l'équipe des Crocos pour la prochaine rencontre face à Metz. Merci de votre fidélité. 21h noir et blanc, on se retrouve demain à 18h30 pour un spécial. C'est un territoire? C'est toujours... non, c'est pas un territoire. Non, c'est un spécial festival salon. De la biographie. Exactement, avec Charles Forum, Aznavour, Jean-Claude Narcy, enfin plein d'autres auteurs. On ne vous en dit pas plus, il faudra être au rendez-vous demain. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir.